Bonjour, bonsoir. C'est un réel plaisir pour moi de pouvoir continuer avec le cours sur les coenzymes. Je rappelle que nous sommes en train pour le moment d'étudier les coenzymes d'oxydoréduction. Donc, les coenzymes, comme on l'avait vu précédemment, sont regroupés en deux catégories. Donc, vous avez des coenzymes transporteurs de d'atomes d'hydrogène ou encore, si vous voulez, des coenzymes qui sont spécialisés dans le transfert d'électrons, de protons ou encore d'ions hydrure et de protons. Donc, ces coenzymes acceptent des électrons d'un donneur, d'électrons un réducteur et transfèrent ces électrons à un oxydant, un accepteur d'électrons. Donc, ces coenzymes prennent en charge transitoirement des électrons et d'une molécule à une autre molécule. Maintenant, nous avons parlé des coenzymes pyridiniques, c'est-à-dire des coenzymes qui renferment dans leur structure le noyau pyridine. Nous avons également parlé des coenzymes flavéniques. Alors, les coenzymes pyridiniques, il s'agit de NAD+, nicotinamide, adénine dinucléotide. Il y a également le NADP+, nicotinamide, adénine, dinucléotide phosphate. Donc, comme c'est dit dans le nom, c'est deux nucléotides qui sont associés via leur groupement phosphate. Dans le premier NAD+, il y a deux groupements phosphate. Et dans le deuxième NADP+, donc il y a trois groupements phosphate. Et ensuite, on a parlé de coenzymes flavéniques qui parmi cette catégorie, il y a les FAD et les FMN. Donc, FLAD, c'est flavine adénine dinucléotide. Et FMN, flavine adénine mononucléotide. Et je crois que nous avons également terminé le dernier cours avec le coenzyme lipoïque. Donc, on va débuter cette nouvelle vidéo avec le coenzyme lipoïque. Alors, c'est un coenzyme d'oxydoréduction, c'est-à-dire coenzyme qui va accepter d'un donneur deux atomes d'hydrogène pour les transférer à un accepteur. Donc, les coenzymes sont des auxiliaires pour les enzymes, tout comme les enzymes, donc ils participent à la réaction, mais ne sont pas transformés. Ils participent également à la stoichiométrie de la réaction. En ce qui concerne le coenzyme lipoïque ou encore acide lipoïque, c'est de groupement postétique, c'est-à-dire que ce coenzyme est fixé, est solidement attaché à la poenzyme, solidement attaché à la poenzyme. Cela veut dire que eh bien, ce coenzyme fait partie intégrante même du complexe enzyme-coenzyme. Donc, les coenzymes qui sont solidement attachés
à la coenzyme, on les appelle groupements prostétiques. Ils sont appelés groupements prostétiques. Et ce complexe s'appelle holoenzyme, donc qui résulte de l'association de la coenzyme, et c'est la partie protéique, et du groupement prostétique qui est de nature organique mais non protéique. Donc, dans l'holoenzyme, vous avez une association d'une partie protéique qu'on appelle la coenzyme et d'une partie non protéique mais organique qu'on appelle groupement prostétique. Alors, le coenzyme lipoïque participe principalement aux réactions de décarboxylation, c'est-à-dire perte de groupement carboxylate, perte de groupement carboxylate sous forme de gaz carbonique, décarboxylation oxydative. Donc, cette perte de groupement carboxylate entraîne également une oxydation. Donc, c'est une décarboxylation suivie d'une oxydation. Décarboxylation suivie d'une oxydation. Et cette réaction concerne quel type de molécules? Donc, les acides alpha-cétoniques. C'est des acides organiques, des acides carboxyliques qui renferment, contiennent un groupement cétonique ou encore carbonyle adjacent à la fonction acide carboxylique, c'est-à-dire voisin de la fonction acide carboxylique. Donc, c'est pourquoi on parle de alpha. Donc, le groupement qui vient immédiatement, qu'il s'agisse de groupement méthylène, c'est-à-dire CH2, et qu'il s'agisse d'une fonction alcool, CHOH. Donc, dès que vous avez un groupement qui est voisin d'un groupement acide carboxylique, eh bien, on parle de alpha. Donc, le carbone qui vient immédiatement après la fonction acide carboxylique, c'est alpha. Le carbone voisin du carbone alpha, c'est bêta. Le carbone voisin du carbone bêta, c'est carbone gamma. Donc, alpha cétonique, c'est-à-dire il y a une fonction cétone voisin de la fonction acide carboxylique. On vous donne ici des exemples d'acide alpha-cétonique, par exemple, la pyruvate. La pyruvate, c'est CH3, CO, COO-. Il y a l'alpha-cétoglutarate. Alpha-cétoglutarate. C'est un autre exemple d'acide alpha-cétonique. Donc là, on vous donne l'exemple d'enzymes avec lesquels mais, travaille le coenzyme lipoïque, par exemple la pyruvate déshydrogénase, l'alpha-cétoglutarate déshydrogénase, c'est des enzymes mais qui fonctionnent avec le coenzyme lipoïque. Des enzymes qui interviennent dans la décarboxylation oxydative des acides alpha-cétoniques. Nous avons la structure chimique de l'acide lipoïque. La partie active de l'acide lipoïque, c'est ce noyau, ce cycle, cet hétérocycle avec le pont
disulfure, le point disulfure. Ici, c'est la forme oxydée de l'acide. N'oubliez pas qu'on parle de quoi? On parle d'un enzyme d'oxydoréduction. Pour les coenzymes d'oxydoréduction, il y a une forme oxydée et une forme réduite. Donc, la forme oxydée, c'est l'acide lipoïque. Vous voyez bien que vous avez la partie active, c'est le point disulfure. Donc, maintenant, si nous calculons le nombre d'oxydation des atomes de soufre dans cette structure, donc, on a dit pour les atomes de soufre, ici, c'est moins 1. C'est moins 1. OK? Donc, c'est moins 1 comme nombre d'oxydation. Maintenant, de l'autre côté, on a acide dihydrolipoïque. On voit bien qu'il y a rupture du point oxydique et il y a addition d'un atome d'hydrogène sur chaque atome de soufre. N'oubliez pas que ce coenzyme, c'est un coenzyme d'oxydoréduction qui est spécialisé dans le transport de deux atomes d'hydrogène. Donc, voici les deux atomes d'hydrogène en bleu avec le fond bleu. Donc, un hydrogène même se lie à chaque atome de, de soufre et suivant et la rupture qui est présentée ici pour cette liaison entre les deux atomes d'hydrogène. Donc, il s'agirait donc d'une réaction radicalaire. Il s'agirait d'une réaction radicalaire et il s'agirait, ok, bien dit, et c'est effectivement et la, et c'est vraiment de cette façon que la liaison est brisée entre les deux atomes d'hydrogène. Bon, maintenant de l'autre côté, il y a rupture, la réaction entre le pont disulfure et les deux atomes d'hydrogène entraîne l'ouverture du pont disulfure et la fixation d'un hydrogène sur chaque atome de soufre. Donc, n'oubliez pas que ici, le nombre d'oxydation avant l'ouverture du cycle pour les atomes de soufre, c'est moins 1. De l'autre côté, le nombre d'oxydation, c'est moins 2. Donc, le nombre d'oxydation passe de moins 1 à moins 2. Il y a une réduction du nombre d'oxydation. Et vous savez bien, quand le nombre d'oxydation est réduit, il s'agit d'une réaction de réduction. Donc maintenant, acide hydrolipoïque, c'est la forme réduite du coenzyme, alors que acide lipoïque, c'est la forme oxydée. Donc maintenant, le coenzyme va recevoir deux atomes d'hydrogène du substrat AH2 et en cédant ces deux hydrogènes au coenzyme, AH2 est transformé en A. Donc AH2, c'est un réducteur et A, c'est un oxydant. N'oubliez pas que dans une réaction d'oxydoréduction, vous avez deux couples, ok, deux couples redox. Vous avez deux couples redox. Et puis, dans le sens inverse, donc vous avez acide hydrolipoïque qui, cette fois-ci, c'est un donneur d'hydrogène, mais cède ces deux atomes d'hydrogène à B, qui est un accepteur d'hydrogène, un oxydant. Et B, après avoir accepté les hydrogènes de acide hydrolipoïque, est transformé en BH2. Donc là, qu'est-ce qu'on montre? On montre, mais non seulement, on met en évidence ici le travail du coenzyme. Donc le coenzyme, son rôle, c'est de transférer
des atomes d'hydrogène d'une molécule à une autre. Donc, les hydrogènes sont transférés de AH2 à B. Les hydrogènes sont transférés de AHB à H2. Voilà. Voici le fournisseur d'hydrogène. Mais les hydrogènes sont transférés de AH2 à B, si vous voyez bien. OK? Donc, B, après avoir accepté, les hydrogènes sont transformés en BH2. Mais qu'est-ce qui avait, qu'est-ce qui a transporté les hydrogènes de AH2 à B? Donc, c'est le coenzyme. Donc, le coenzyme, c'est la raison pour laquelle on dit ici, fixe réversiblement deux atomes d'hydrogène. Donc, c'est-à-dire que c'est de façon transitoire, c'est de façon provisoire que le coenzyme prend en charge les groupements donc doivent transporter, qu'ils doivent transférer. Donc ça, c'est le rôle des coenzymes, c'est de prendre en charge provisoirement des groupements. Donc il y a des coenzymes d'oxydoréduction et il y a des coenzymes transporteurs de groupements autres que hydrogène. Alors, je rappelle, en ce qui concerne les coenzymes, il faut connaître non seulement le nom des coenzymes, il faut savoir si le coenzyme est un co-substrat pour un groupement prosthétique. Donc, les co-substrats ne se lient pas équivalemment à la coenzyme. Donc, c'est des interactions faibles. Et en ce qui concerne le co-substrat, c'est au moment de la réaction qu'il y a association entre la coenzyme et le co-substrat. Donc, après la réaction, il y a séparation. Mais par contre, pour le groupement prosthétique, il est toujours lié à la coenzyme et ce groupement prosthétique et la coenzyme donc, constituent donc, un complexe, un ensemble permanent. OK? Permanent. Ce qu'il faut savoir, c'est aussi distinguer les coenzymes qui sont des groupements prosthétiques de ceux qui sont des co-substrats. Il faut pouvoir également identifier les types de réactions et dans lesquelles participent ces coenzymes. Donc, c'est très important et à savoir sur les coenzymes. Maintenant, nous poursuivons avec l'étude des coenzymes d'oxydoréduction. Cette fois, c'est les coenzymes quinones. Et nous allons voir ubiquinone, ubiquitaire, c'est-à-dire des coenzymes et qui normalement devraient être trouvés dans toutes les cellules, et plastoquinone. Les coenzymes quinoniques, c'est-à-dire ces coenzymes possèdent dans leur structure le noyau quinone. Alors, c'est ici le noyau quinone. Je vais dessiner pour vous. Voici le noyau quinonique. Donc, c'est un noyau avec deux doubles liaisons. Et puis, vous avez, alors, je dirais en position para de fonction acide, de fonction cétone. Voilà le noyau quinone. Ok, voilà le noyau quinone. Donc, noyau, je crois qu'on peut obtenir par oxydation du phénol. Ok, on peut obtenir par oxydation du phénol. Voilà, donc ici, alors, retournons au texte. Les coenzymes quinoniques sont des co-substrats, c'est-à-dire, c'est des coenzymes qui ne sont pas covalemment
liés à la coenzyme. Donc, ils sont liés à la coenzyme par des interactions faibles. Ce sont des co-substrats. Donc, ils fixent réversiblement de façon transitoire, provisoire, deux atomes d'hydrogène. Ils prennent ces hydrogènes, ils reçoivent ces hydrogènes d'un réducteur AH2 pour les transférer à un oxydant B. Donc, AH2, en cédant les hydrogènes, se transforme en A. B, en acceptant les hydrogènes, se transforme en BH2. Maintenant, qu'est-ce qui assure le transfert des hydrogènes de AH2 à B? C'est le coenzyme quinonique. Donc ici, on vous montre la forme quinonique, c'est la forme oxydée. Vous voyez bien, il n'y a pas d'hydrogène. La forme oxydée. Et de l'autre côté, il y a la forme réduite. Il y a la forme réduite. Ce sont des transporteurs mobiles d'électrons et de protons de la chaîne respiratoire mitochondriale et de la photosynthèse plastoquinone, transporteurs mobiles. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la chaîne respiratoire mitochondriale est constituée de quatre complexes et les électrons, ils circulent d'un complexe à un autre jusqu'au quatrième complexe où les électrons vont être transférés définitivement au dioxygène. Et vous avez entre ces complexes des molécules qui font la navette. Donc, le coenzyme Q ou bien ubiquinone assure le transfert des électrons entre eux et certains de ces complexes. Les coenzymes héminiques, nous poursuivons toujours avec les coenzymes d'oxydoréduction. Mais cette fois-ci, on va parler de coenzyme héminique. M. L'M est une métalloporphyrine à fer. C'est un composé, c'est une structure organique qui est liée à un atome de fer central. Donc, c'est-à-dire un noyau porphine ou tétrapyrolique. Donc, ce noyau porphine est constitué de quatre noyaux pyrrole, ok, diversement substitués et centrés sur un ion fer. Donc, dans les coenzymes héminiques, vous avez ce noyau porphine. Les coenzymes héminiques, comme par exemple les cytochromes, catalase, péroxydase. Les coenzymes héminiques ont pour groupement posthétique un M. Donc, l'M, c'est un groupement prosthétique. L'M, c'est un groupement prosthétique. L'M, c'est un groupement prosthétique, c'est un coenzyme. Okay? C'est un coenzyme qui fixe réversiblement un électron
sur un atome de fer. Un électron sur un atome de fer. Ce sont des cytochromes. Les fameux cytochromes intervenant dans certaines réactions. Par exemple, les cytochromes P450 qui participent au métabolisme des médicaments. Les cytochromes P450 et les réactions d'hydroxylation du cholestérol et des stéroïdes. Il y a une sous-famille de cytochromes B5 et les réactions de désaturation des acides gras. Donc, les cytochromes, ce sont des enzymes. Je rappelle que les cytochromes, ce sont des enzymes. Et ces enzymes fonctionnent avec des coenzymes héminiques. Et ces coenzymes héminiques sont des groupements prostétiques. Et on trouve aussi des enzymes comme la catalase ou les péroxydases qui fonctionnent avec les coenzymes héminiques comme groupement prostétique. Par ailleurs, des cytochromes sont des transporteurs. Cytochrome C. Ah bon, c'est dit ici. Par ailleurs, des cytochromes sont transporteurs d'électrons de la chaîne respiratoire. Donc, chaîne respiratoire, on est au niveau de la mitochondrie. On parle de chaîne respiratoire mitochondriale. La mitochondrie, c'est le centre énergétique de la cellule. Donc, la plus grande partie de l'énergie de la cellule est produite au niveau de la mitochondrie grâce aux électrons issus des réactions d'oxydation des différentes voies métaboliques, notamment la glycolyse et le cycle de Krebs. Donc, les cytochromes sont des transporteurs d'électrons, non seulement de la chaîne respiratoire mitochondriale, mais aussi de la photosynthèse. Donc, qu'est-ce qu'on montre ici? On vous montre le noyau porphine. Donc, vous avez le noyau tétrapyrolique diversement substitué. Voilà, ici c'est un noyau tétrapyrole. 1, 2, 3, 4. Voilà, 1, 2, 3, 4. Et au centre, on a un atome de fer. Et le fer est lié même à la coenzyme. Ouais, il y a réaction entre le fer et la coenzyme. Maintenant, le fer, voyez, c'est le fer 3, la forme la plus oxydée. Ok, la forme la plus oxydée. Maintenant, ce fer peut passer de fer 2 à fer 3. Donc, fer 2, c'est la forme la moins oxydée. OK? Maintenant, fer 2 peut céder un électron pour se transformer en fer 3. Fer 3 peut accepter un électron pour revenir à fer 2. OK? Donc, c'est ce qu'on a montré à droite. Ouais, il y a fer 2 qui cède un électron et cet électron, en cédant cet électron, donc ça, c'est une réaction d'oxydation. Donc, fer 2, c'est un réducteur de ce sens. Donc, perd un électron, donc réaction d'oxydation. Fer 3, ici, accepte un électron
et se transforme en fer2. Donc, c'est une réaction de réduction. Donc, n'oubliez pas que les coenzymes d'oxydoréduction participent aux réactions d'oxydoréduction à côté des enzymes qu'on appelle enzymes d'oxydoréduction. Donc, nous poursuivons avec les coenzymes d'oxydoréduction. Cette fois-ci, on va parler des protéines à centre fer-soufre. Les protéines à centre fer-soufre possèdent dans leur structure un cluster. Un cluster, c'est-à-dire un assemblage de fer associé à soufre. C'est des groupements prosthétiques. L'ion fer qui peut être sous forme ferreux ou forme ferrique, Fe2+ ou bien Fe3+, étant lié à la protéine par des atomes de soufre, et ces atomes de soufre ont deux origines. Soit ils proviennent des résidus de cystéine. N'oubliez pas que la cystéine, c'est un acide aminé soufré. Il y a deux acides aminés soufrés, c'est la méthionine et la cystéine. Et on sait que la cystéine, c'est cet acide aminé qui participe dans les polysulfures dans les protéines. Donc, ces atomes de soufre qui sont liés aux atomes de fer, soit l'ion ferreux ou l'ion ferrique, mais proviennent soit de la cystéine, de la chaîne polypeptidique, parce que c'est un acide aminé, de la coenzyme, ou du moins des ions sulfure S2-. Le partie active est l'un des ions fer qui fixe réversiblement un électron. Donc, Fer2 est converti en Fer3. Fer3 est converti et reconverti en Fer2. Donc, le Fer3 accepte un électron. Le fer, pour transformer en Fer2 cède l'électron pour redevenir Fer3. Donc, oxydant, forme oxydée, forme réduite. Les protéines à centre en fer-soufre sont des enzymes. Par exemple, aconitase. Aconitase, une enzyme du cycle de Krebs ou des transporteurs d'électrons de la chaîne respiratoire et de la photosynthèse. Donc, les protéines à centre en fer-soufre sont des enzymes. Les protéines à centre en fer-soufre sont des enzymes et on considère dans ces enzymes le cluster, c'est-à-dire l'association, le regroupement, le complexe formé entre l'atome de fer et cet atome de soufre. Eh bien, on considère ce cluster comme un groupement prosthétique. Voici le cluster. Ici, on a différents types de clusters, vous voyez. Donc, vous avez un atome de fer qui est lié aux atomes de soufre de 4 cystéines. Et les cystéines, ce sont des acides aminés de la coenzyme. Donc, de la coenzyme. Donc, on a différents types d'associations. OK, voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle le cluster fer-soufre, donc qui constitue ce qu'on appelle un groupement prosthétique. Donc, ici, c'est le fer qui est la partie active. Donc, le fer peut passer de Fer2 à Fer3, de Fer3 à Fer2, de la forme oxydée à la forme réduite, tout en participant à la réduction et à l'oxydation d'autres molécules. Nous avons terminé avec les coenzymes d'oxydoréduction.
Les coenzymes d'oxydoréduction, c'est d'abord les coenzymes pyridiniques, NAD+, et NADP+, les coenzymes flaviniques FAD, FMN, les coenzymes lipoïques, les coenzymes héminiques, les coenzymes à centre fer soufre. OK, les coenzymes à centre fer soufre. Et puis les coenzymes quinoniques. Voilà, les coenzymes d'oxydoréduction qu'on a vu dans le cadre de ce chapitre. Donc, je rappelle que ces coenzymes, pour certains, c'est le transfert de deux atomes d'hydrogène d'un donneur à un accepteur d'hydrogène. Et pour d'autres, c'est tout simplement fixer un électron. Fixer un électron, par exemple, pour les protéines, les coenzymes héminiques, okay? Les coenzymes à centre fer source. Donc, il s'agit seulement de la fixation d'un électron. Maintenant, nous allons poursuivre avec la deuxième catégorie des coenzymes qui sont spécialisés dans le transfert de groupements d'atomes autres que hydrogène. Donc, les hydrogènes, on peut les considérer comme des atomes, mais les hydrogènes sont pris en charge par les coenzymes d'oxydoréduction. Dès qu'il s'agit d'autres atomes, d'autres groupes d'atomes, par exemple CO2, mais il s'agit de coenzymes de transfert de groupement d'atomes. Et on commence avec la biotine. La biotine, appelée également vitamine H, ou bien vitamine B7, j'avais dit au début que la vitamine C, c'est un coenzyme, et toutes les vitamines B, B1, B2, B3, B5, acide pantothénique, B6, B7. Est-ce qu'il y a B7? Je ne crois pas. B8, biotine, c'est B8, excusez-moi, j'avais dit B7. C'est B8, biotine, B9, B12, mais soit ces vitamines participent à la structure de coenzyme, ou du moins ces vitamines sont elles-mêmes des coenzymes, ou encore des groupements prosthétiques des coenzymes. D'origine vitaminique, vitamine H ou encore vitamine B8, la biotine est un groupement prosthétique, ouais, c'est un coenzyme. La biotine est un groupement prosthétique, c'est-à-dire que la biotine est liée covalemment par une liaison forte à la coenzyme, à la coenzyme. Donc, la biotine est un groupement prosthétique qui fixe réversiblement une molécule de CO2. Elle participe principalement aux réactions de décarboxylation. Carboxylation, décarboxylation. Parce que s'il fixe réversiblement un groupement CO2, cela veut dire que il prend CO2 en molécules en donneur de groupement carboxylate, et mais là, il fixe sur un accepteur de groupement carboxylate. Donc, l'accepteur, le donneur, en ce qui concerne le donneur, c'est décarboxylation. Et celui qui accepte, la réaction, c'est carboxylation. Donc, ce coenzyme fonctionne avec des enzymes qu'on appelle carboxylase. Donc, elle participe principalement aux réactions de carboxylation. Carboxylation. Donc, ici, on montre là
liaison entre le coenzyme, la biotine et l'enzyme. Donc, l'enzyme, c'est la partie protéique. Biotine, liaison enzyme égale holoenzyme. Holoenzyme est constitué d'une partie protéique qu'on appelle apoenzyme. OK? Donc, la liaison entre la biotine et la coenzyme se fait à travers un acide aminé qu'on appelle lysine. Donc, c'est la fonction acide carboxylique de la biotine qui réagit avec le groupement amino de lysine, donc qui donne une fonction amide, donc une liaison covalente entre le groupement NH et le groupement CO de la biotine. Donc, c'est une liaison covalente, c'est une liaison forte. Et puisqu'on parle de groupement prosthétique, eh bien, ce complexe est permanent. L'association, c'est une association permanente entre la biotine et la coenzyme. OK? La coenzyme de la carboxylase. Eh bien, on regarde, le groupement carboxylate provient de H2CO3, H2CO3. Cette réaction est ATP dépendante. Maintenant, pour fixer ce groupement carboxylate sur l'atome d'azote, l'un des atomes d'azote de la biotine, mais il faut de l'énergie. Il faut de l'énergie, c'est pourquoi ATP intervient. Donc, il y a hydrolyse de l'ATP en ADP plus PI et libération de l'énergie. Et cette énergie va permettre la formation de la liaison entre l'azote et le groupement carboxylate. Donc, on a ici N-carboxybiotine enzyme. Donc, ici, on parle de coenzyme chargé. Le coenzyme est chargé ici. Étant donné que le coenzyme fixe réversiblement la molécule de gaz carbonique ici, eh bien, il va falloir que le coenzyme chargé transfère ce groupement CO2 à une autre molécule. Et c'est ce qu'on met ici en évidence. Ouais, donc ce groupement est transféré à XH qui est transformé en XCOOH. Biotine, c'est un coenzyme de transfert de groupement CO2. Les coenzymes B12, également d'origine vitaminique, les coenzymes B12 ou cobalamine, de structure complexe centrée sur un ion cobalt monoditrivalent comprennent principalement. Nous allons voir les différentes sous-catégories ou des catégories de coenzyme B12. Nous avons les 5' désoxyadénosylcobalamine. Adénosyl. Donc, si on parle d'adénosyl, c'est que il y a adénosine. C'est une molécule d'adénosine qui est liée à une autre molécule. Donc, adénosyl ici, c'est un radical ou un résidu. Adénosyl, c'est le résidu d'adénosine.
Donc, il y a adénine, il y a le désoxyribose. Donc, si on dit 5' désoxy, c'est qu'il y a désoxyribose ici. Coenzyme de réaction d'isomérisation particulière où sont échangés entre deux atomes de carbone adjacents, voisins, un atome d'hydrogène et un groupement alkyle ou alkyle substitué. OK? Coenzyme de réaction d'isomérisation. Ou te gagné X en position 2, mais coenzyme nan, il prend X, il mette en position 3. 2 chloro, 3 chloro, 2 chlorobutane, 3 chlorobutane, ce sont des isomères de position. Je reprends. Coenzyme de réaction d'isomérisation, isomère particulière où sont échangés entre deux atomes de carbone adjacents, un hydrogène et un groupement alkyle ou alkyle substitué. Donc, X ici, c'est pour le groupement alkyle ou le groupement alkyle substitué. Alkyle, c'est H3, OK? Éthyle, méthyle, etc. Donc, l'autre sous-catégorie, ou bien l'autre catégorie, c'est la méthylcobalamine. La méthylcobalamine. Donc, là, on voit la différence entre désoxyadénosyle. Donc, le groupement méthyle remplace le groupement 5' désoxyadénosine. Les mêmes, c'est coenzyme de la réaction de transméthylation de l'homocystéine en méthionine par le N5-méthyl-THF tétrahydrofolate. Le mécanisme de fonctionnement peut s'interpréter, au moins en partie, dans le cadre d'un changement du niveau d'oxydation de l'ion cobalt. Donc, il doit y avoir des images. Voilà, des images. Donc, voici le groupement 5' désoxyadénosyle. Okay? Le groupement 5' désoxyadénosyle. Et puis, l'autre partie, c'est pour cobalamine. Donc, vous avez l'atome de cobalt qui est au centre du noyau corine dans les coenzymes héminiques. Nous avons le noyau porphyrine qui résulte de l'association de 4 noyaux pyrroliques. Là, ici, on a le noyau corine. Et puis, notre structure liée avec ce noyau. C'est très complexe. Les 5' désoxyadénosyle cobalamine. L'autre vitamine qui est considérée comme un coenzyme et qui intervient dans le transfert de groupement, c'est l'acide tétrahydrofolique qui est la forme active de la vitamine B9, ou encore acide folique. D'origine vitaminique, vitamine B9 ou acide folique qui est doublement réduite par la dihydrofolate réductase. L'acide tétrahydrofolique, THF, est un co-substrat. Depuis nous dire co-substrat, c'est certain que vous voyez de quoi il s'agit. Donc, il y a un groupement 5' désoxyadénosyle. 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 Il y a un groupement 5' désoxyadénosyle.
qui fixe réversiblement des groupements monocarbonés de divers degrés d'oxydation. Par exemple, méthyle, c'est -3. Méthylène, nombre d'oxydation -2. Formyle, nombre d'oxydation +1. Alors ici, il s'agit du nombre d'oxydation de l'atome de carbone. Okay? Il s'agit du nombre d'oxydation de l'atome de carbone. Formimino, nombre d'oxydation +1. Et puis, vous avez méthényl, nombre d'oxydation +1. Le N5N10 méthylène THF tétrahydrofolate joue un rôle central entre les principales sources de groupements monocarbonés que sont la sérine, acide aminé, et l'histidine, acide aminé, et leur destination vers de nombreuses réactions de synthèse. Donc, sérine et histidine sont les principales sources de groupements monocarbonés. Et ces groupements monocarbonés sont pris en charge par l'acide tétrahydrofolique. Maintenant, quelles sont la destination de ces groupements monocarbonés? Ces groupements monocarbonés permettent la transméthylation de l'homocystéine en méthionine, elle-même donneuse de groupement méthyle. Synthèse des nucléotides purés, synthèse du désoxythymidine monophosphate, nucléotide pyrimidine à partir de désoxyuridine monophosphate. Donc là, on vous montre la structure de l'acide folique. L'acide folique, en fait, résulte de la combinaison de trois, ou du moins c'est constitué de trois parties. Vous avez de la gauche vers la droite le noyau pyridine, Vous avez au centre PABA, acide para-aminobenzoïque, mais para-aminobenzoate. Et vous avez à droite glutamate, acide glutamique. Okay? Glutamate, acide glutamique. C'est un acide aminé dicarboxylique. Acide aminé dicarboxylique. Donc, ce sont ces trois composés, trois structures, trois parties qui composent l'acide folique. Maintenant, ce qu'on a mis en bas, c'est sulfanylamide. Sulfanylamide, eh bien, on vous montre la ressemblance entre sulfanylamide, qui est un médicament, et para-aminobenzoate. Et on va expliquer. Alors, on n'a pas mis les explications. Je vais vous expliquer pourquoi on a mis sulfanylamide. Et en bas, c'est parce que les bactéries ont la capacité de synthétiser l'acide folique. Les
bactérie la capacité de synthétiser acide folique en prélevant dans son milieu ses constituants. Maintenant, étant donné la ressemblance de ce médicament sulfanilamide, un antibiotique, au para-aminobenzoate, mais la bactérie n'est pas capable de faire la différence entre para-aminobenzoate qui est nécessaire à la synthèse de la vitamine B9 et sulfanilamide qui c'est un médicament, un antibiotique qui semblait avec para-aminobenzoate. Donc, s'il y a dans le milieu para-aminobenzoate et sulfanilamide en même temps, donc bactérie a choisi sulfanilamide à la place de para-aminobenzoate parce que ces deux molécules, sulfanilamide et para-aminobenzoate ou encore acide para-aminobenzoïque sont des analogues structuraux. Donc maintenant, en choisissant sulfanilamide à la place du para-aminobenzoate, mais qu'est-ce qui se passe? L'enzyme qui est responsable de la synthèse de l'acide folique, en s'associant à sulfanilamide, sulfanilamide là, que ça le fait le tout bloquer enzyme, non? Il vient rendre que enzyme non, pas fonctionnel et du coup, enzyme non pas capable de catalyser la synthèse de l'acide folique. On bloque le métabolisme de la bactérie et la bactérie ne peut pas fonctionner, donc c'est la mort. Donc, schéma ça, en fait, un schéma très complexe qui résume les différentes réactions dans lesquelles interviennent non seulement l'acide tétrahydrofolique, forme active de la vitamine B9, qui est un transporteur de groupement monocarboné. Donc, on voit aussi les différents, les différents donneurs de groupements monocarbonés, histidine, méthionine, sérine, etc. Et les différents intermédiaires réactionnels obtenus suite à ces transferts de groupements monocarbonés. Donc, on a vu également des enzymes comme sérine hydroxyméthyltransférase, sérine hydroxyméthyltransférase. Okay? Par exemple, là, vous avez sérine. Donc, sérine, c'est un donneur de groupement méthyle. Donc, sérine va transférer quoi? On regarde bien pour nous. Hein? Donc, sérine est transformée en glycocol. Donc, glycocol, c'est un acide aminé, l'acide aminé le plus simple. En cédant le groupement hydroxyméthyle. OK? En cédant le groupement hydroxyméthyle. OK? Ce groupement est cédé à quelle molécule? Je ne vois pas à quelle molécule ce groupement est transféré, mais vous avez THF qui est en lien avec N5N10-méthylène. THF. OK? Voilà, donc c'est très complexe. Nous poursuivons avec le coenzyme A. A, c'est pour acyle. Donc, le coenzyme A, c'est un coenzyme qui intervient dans le transfert de groupement acyle. Vous avez certainement l'habitude d'entendre acétyl-CoA. C'est acétyl-coenzyme. Acétyl, c'est un
groupement acyl. Voici acétyl, c'est CH3. Et voilà, le groupement. Voilà, ici c'est acétyl. Donc, acétyl, c'est un groupement acyl et les groupements acyles sont pris en charge par le coenzyme A. Partiellement d'origine vitaminique, vous avez la vitamine B3 qui fait partie de du coenzyme A. Le coenzyme A est un co-substrat de transfert de groupement acyl, groupement acétyl inclus. La réaction endergonique de fixation du groupement carbonyl de l'acyle sur le groupement sulfhydryl. Alors, réaction endergonique, c'est une réaction qui nécessite un apport externe d'énergie. Ouais, la fixation du groupement carbonyl de l'acyle sur le groupement sulfhydryl. Le groupement sulfhydryl, c'est un groupement de coenzyme A. Okay? Et on a l'habitude d'écrire coenzyme A de cette façon, COSH. Voici le groupement sulfhydryl. OK? C'est ce groupement sulfhydryl. Donc maintenant, ici, c'est la partie active du coenzyme A. Le groupement sulfhydryl, c'est la partie active. Donc maintenant, si le coenzyme A intervient dans la prise en charge de groupement acétyl, mais c'est à ce niveau, groupement nous recommence client, c'est à ce niveau que ce groupement va se lier, le groupement acétyl. Donc, il va y avoir une liaison, il va y avoir une liaison entre l'atome de soufre, voilà, il va y avoir une liaison entre l'atome de soufre et le carbone du groupement carbonyl du groupement acyl. Voilà, OK? Maintenant, cette liaison ici, la formation de cette liaison nécessite de l'énergie. Donc, cette énergie provient très probablement de l'ATP. Donc, on est en train de vous expliquer que la réaction endergonique de fixation du groupement carbonyl de l'acyle sur le groupement sulfhydryl, le groupement sulfhydryl, c'est SH-thiol, le groupement carbonyl, c'est CO. Voici le groupement carbonyl du groupement acyl. Le groupement acyl, c'est RCO liaison. Le groupement carbonyl, c'est CO. Donc maintenant, pour fixer CO du groupement acyl sur SH, il faut de l'énergie. C'est pourquoi on dit la réaction endergonique. Donc, c'est une réaction qui nécessite un apport externe d'énergie pour faire un travail chimique. Le travail chimique ici, c'est la synthèse d'une liaison riche en énergie qu'on appelle liaison thioester. C'est une liaison à haut potentiel énergétique. Donc, le fait que liaison soit riche en énergie, mais cette énergie, s'il y a une rupture de cette liaison, mais non seulement a gagné énergie qui est libérée et énergie ça capable de servir à la fixation du groupement acyle qui est libéré sur une autre molécule. Donc, les groupements acyles, non seulement et le complexe entre le coenzyme A
par exemple, le complexe entre le coenzyme A et l'acétyl, ce qui donne acétyl-CoA. L'acétyl-CoA, c'est un coenzyme chargé. Coenzyme, ça non seulement l'hypothèse. Attendez bien, oui, ça m'a expliqué, non? C'est comme si m'dadou, on ba ou en commission, bail, m'ba ou son transporteur, qui non seulement m'ba en commission pour témoin, en machine, par exemple, m'ba pour ton bout de sac, ok? Sac là, c'est le groupement acétyl, machine là, c'est coenzyme A, parce que le coenzyme A, c'est un transporteur, le prend bout de sac là, mais aussi, moi, payer pour que ça, c'est énergie, hein, oui. M'bay sac là, m'bay li avec l'argent, m'bay li avec énergie pour que le machine arrive à destination pour capable non seulement et pour capable porter sac là, mais aussi prendre sac là dans la machine là. En fait, ou mettre li à un taxi ou bien l'autre monde qui peut porter le pour moi. Donc, cela veut dire que quand on considère acétyl-CoA, acétyl-CoA, c'est le coenzyme chargé qui transporte un groupe acyl, mais acétyl-CoA a tout gagné énergie dans liaison thioester qui permet que lors de la rupture de cette liaison, il y a libération de l'énergie qui va servir à la fixation du groupement acide sur un autre substrat. Donc, ce n'est pas seulement porter groupement acide là, le porter groupement acide là, mais tout gain énergie qui permet que le groupement ça le fixe sur un autre substrat. Donc, s'il n'y avait pas d'énergie, le groupement t'a libéré dans la nature, on a là, c'est pas l'autre réaction que tu pas fait. Okay? Mais étant donné que la liaison entre le groupement sulfhydryl et le carbonyl du groupe acyle forme une liaison twistor qui est riche en énergie, mais la rupture de cette liaison va libérer beaucoup d'énergie. Et si je me rappelle bien, beaucoup plus d'énergie que la rupture d'une liaison phosphodiester dans l'ATP. Et cette énergie, une partie de cette énergie va être utilisée dans une autre réaction endergonique, côté que le groupement acyle va être ajouté, fixé sur un autre substrat. Donc ici, c'est la structure du coenzyme A. Donc, on avait dit que coenzyme A, il gagne une partie vitaminique. Voici acide pantothénique B5. B5, est-ce qu'on n'a pas fait une erreur ici? On a mis B3 ici, c'est B5. Ok, B3, c'est nicotinamide, adénine, dinucléotide, c'est NAD+. Ok, ici c'est B3. Ici c'est B5. Acide pantothénique, qui est formé de acide pantoïque et bêta-alanine. Ici, on a bêta-alanine et bêta-alanine, alors que dans les protéines, on a alpha-alanine, c'est-à-dire que le groupement est alpha-alanine. Donc, vous avez le groupement amino qui est fixé au carbone alpha, alors que ici, le groupement amino est fixé sur le carbone bêta. C'est facile pour nous. Voici la fonction acide carboxylique, carbone alpha. Donc, le groupement aminosylté, là, on a parlé de alpha-alanine. Donc, ouais, cystéaminine. Ok, cystéaminine. Ok, donc c'est cystéine, acide aminé soufré qui perd son groupe acide carboxylique qui est transformé en cystéaminine. Ok, donc ici, acide pantoïque plus bêta-alanine donne acide pantothénique. Acide pantothénique plus cystéaminine donne
panthétine, ok, et panthétine plus quoi? Plus, et je dirais cette partie-là, que c'est ribose 3-phosphate adénine, eh bien, les bails, ce qu'on appelle phosphopanthétine. C'est une structure très complexe qui est là-dedans. Et voilà, le coenzyme A, c'est phosphopanthétine, ok? Phosphopanthétine plus 3-phosphoadénosine monophosphate, donc qui donne la structure de coenzyme A. Voilà, donc c'est la structure chimique de coenzyme A très complexe. Nous poursuivons avec phosphate de pyridoxale, qui est même dérivé de vitamine B6 d'origine vitaminique. Le phosphate de pyridoxale PP, on a PI, c'est phosphate inorganique, PP c'est phosphate pyridoxale. C'est un groupement prosthétique de transfert de groupement aldéhyde activé. Groupement aldéhyde activé. Et quand on dit de groupement aldéhyde activé, c'est un groupement aldéhyde, c'est un groupement monocarboné qui est lié à un groupement phosphate. Le coenzyme tout à faire, ok? Coenzyme tout à faire du métabolisme des acides aminés, notamment des réactions de transamination catalysées par des aminotransférases, de décarboxylation catalysée par des décarboxylases et de désamination non oxydative, désamination qui n'est pas suivie par d'une oxydation, donc catalysée par les déshydratases. Voilà, c'est important de savoir les différents types de réactions que peuvent, que peut catalyser PP. Phosphate de pyridoxale, c'est important aussi de savoir quelles vitamines qui participent à la structure de ce coenzyme de transfert de groupement aldéhyde activé. Donc, voici la structure de phosphate de pyridoxale et on vous montre, faites la partie active. On vous montre la partie active. Voici la fonction aldéhyde. OK? Voici le groupement aldéhyde ici. Voici le groupement phosphate. Phosphate de pyridoxale. OK? Donc, vitamine B6 ou encore pyridoxine. Alors, ici, c'est des réactions qui mettaient en évidence le rôle, le transfert de groupement aldéhyde activé. Là, nous avons aminotransférase. Aminotransférase, nous avons décarboxylase. Donc, nous avons que l'enzyme ça, coenzyme ça, participe dans des réactions de décarboxylation, de transméthylation. OK? Donc là, on met en évidence donc, les différents types de réactions côté que nous sommes capables de gagner et transfert de groupement et aldéhyde mono, aldéhyde activé. Donc, c'est la fin. Et du coup, sur les coenzymes, donc on a vu deux catégories de coenzymes, les coenzymes d'oxydoréduction, eux-mêmes qui participaient dans le transfert de soit de deux atomes d'hydrogène d'un donneur à un accepteur ou encore d'électrons d'un donneur à un accepteur. Et vous avez les coenzymes de transfert de groupement d'atomes. On a vu
la biotine, phosphate de pyridoxal. On avait la vitamine B12 de sous-catégorie, etc. Donc voilà le coenzyme A, etc. Donc voilà. Donc on a terminé avec les coenzymes et le prochain chapitre, dans le prochain chapitre, donc on va parler de bioénergétique. On va parler de bioénergétique. Bon visionnage. Donc, si vous avez des questions, donc vous pouvez laisser les questions dans la rubrique commentaires et de cette vidéo sur YouTube.